Bonjour à tous. Donc, normalement, on espère que la technique est avec nous aujourd'hui et que vous nous entendez tous bien. Bienvenue dans ce webinaire Comprendre les enjeux de l'agriculture irriguée en Adour-Garonne. Donc, sur l'interface, vous avez un chat que vous pouvez tester pour nous poser des questions au cours de la présentation, et on prendra bien sûr un temps d'échange à la fin. Voilà, donc on est 120 connectés sur le webinaire. Il y avait un peu plus de 200 inscrits, donc probablement qu'on aura quelques personnes qui arriveront, mais on va démarrer doucement. Donc aujourd'hui, c'est la présentation des résultats de l'étude socio-économique sur l'agriculture irriguée en Adour-Garonne qu'on va faire à 4 voix. Donc, c'est une étude qui a été coordonnée par les chambres régionales d'agriculture Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, avec la participation de la DRAF Occitanie et le soutien financier de l'Agence de l'eau. Donc, on va être 4 à intervenir, Garance Sistrunk et moi-même, Ariane de Grotte de la chambre régionale Occitanie, Franck Michel, que vous voyez également en visio, de la chambre régionale Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Pierre Cassagne de la DRAF Occitanie. Alors, l'agriculture tient une place importante dans le bassin Adour-Garonne, puisque 50% de la surface du bassin est occupée par l'agriculture, par la surface agricole utile, et que la densité de population en milieu rural est relativement importante, 30% par rapport à 20% au niveau national. L'agriculture et l'agroalimentaire constituent le premier secteur économique du bassin et contribue à hauteur de 4,8% du PIB, donc deux points de plus que la contribution nationale. Le bassin est également caractérisé par une diversité de climats, de reliefs, de sols et de paysages qui sont donc les bases d'une agriculture elle-même diversifiée et assez riche. Cette étude, elle est née du besoin de consolider, de mieux mesurer le poids socio-économique de l'agriculture irriguée, pour laquelle on dispose d'assez peu de données, notamment statistiques, d'autant plus qu'on travaille à une échelle qui est une échelle hydrographique et donc pas celle à laquelle on dispose couramment des données. Pour vous donner quelques chiffres sur l'agriculture irriguée, qui sont déjà de premiers résultats de l'étude puisqu'ils ont été affinés et actualisés, l'agriculture irriguée, c'est 10% de la SAU du bassin, donc soit plus de 500 000 hectares, 23% des exploitations du bassin, plus de 20 000 exploitations, et 43% des prélèvements en eau. Donc cette étude, elle a eu pour objectif de mettre en lumière la place et le rôle de l'agriculture irriguée dans l'économie agricole et agroalimentaire du bassin Adour-Garonne, et avec pour finalité de contribuer aux réflexions en matière de politique publique, d'aider à la prise de décision et de renforcer la communication sur ces sujets. Alors, elle se structure en 2 parties. Une première partie à l'échelle de l'ensemble du bassin Adour-Garonne, pour laquelle il s'est agi de quantifier l'enjeu socio-économique que représente l'irrigation, avec des zooms sur certaines filières. Donc pour cela, on a utilisé les données statistiques existantes, mais également des données comptables avec l'utilisation d'un échantillon de données Serre France sur la période 2015-2018. On a également des données sur des filières à partir d'enquêtes qui ont été réalisées dans le cadre de cette étude. Pour cette première partie, on vous présentera les résultats via une typologie qui est une typologie réalisée par la DRAF d'exploitation qui irriguent selon leur lien économique à l'irrigation. Et ce lien, il est défini en fonction de la part de culture irriguée de l'exploitation et notamment celle à haute valeur ajoutée. Donc, juste pour vous dire que du coup, plus une exploitation a un lien fort à l'irrigation, plus son chiffre d'affaires et la valeur ajoutée sont liés aux productions irriguées. Si on regarde la répartition des irrigants du bassin, on voit qu'on a, je ne sais pas si vous voyez ma souris,
On a 26% des exploitations qui ont un lien fort et très fort à l'irrigation, entre autres liés à une part importante de cultures à haute valeur ajoutée, donc légumes, vergers, semences, ou bien une présence importante de maïs ou de soja irrigué. Donc cette première partie, elle a été réalisée par la DRAF, les chambres régionales d'agriculture, en partenariat avec le CERFONS. Dans la seconde partie, on a travaillé à l'échelle de 5 territoires, où l'idée, ça a été de compléter les résultats de cette première partie avec des éléments plus qualitatifs pour expliciter la place de l'irrigation au sein des exploitations et dans la dynamique des territoires. Et pour cela, on a utilisé une méthode de diagnostic agraire développée par l'UFR d'agriculture comparée à AgroParisTech, qui vise à faire une analyse exhaustive de l'évolution de l'agriculture d'un territoire, d'expliquer les logiques de fonctionnement des différents types d'exploitation, donc les choix réalisés par les agriculteurs, et de comparer les résultats technico-économiques de ces différents types d'exploitation. Cette approche repose sur un travail important de terrain, avec de nombreux entretiens approfondis auprès d'agriculteurs, bien sûr complétés par la bibliographie et les données statistiques existantes. Donc, cette deuxième partie, elle a été réalisée par les chambres régionales d'agriculture en partenariat avec AgroParisTech et l'institution Adour pour un territoire. Donc, on a choisi 5 territoires pour avoir différentes facettes de l'agriculture irriguée. L'idée, c'était aussi de couvrir la diversité géographique du bassin Adour-Garonne. On a cherché à avoir des territoires qui soient en même temps contrastés entre eux et en même temps certains territoires suffisamment diversifiés pour pouvoir effectuer des comparaisons entre les différents types d'exploitation qu'on avait au sein d'un territoire, notamment irrigantes, non irrigantes, différentes orientations de production. Donc, un premier territoire dans le nord qui est le bassin de la Boutonne-Amont, choisi notamment pour la présence de systèmes de polyculture élevage laitier ayant un lien avec l'agriculture irriguée. Le territoire des Landes de Gascogne, où la quasi-totalité des exploitations irriguent en raison des caractéristiques pédologiques propres à ce territoire. La partie gersoise du bassin de l'Adour-Amont, où on est à cheval entre la vallée de l'Adour et les coteaux, donc un territoire assez diversifié, assez hétérogène, qui nous intéressait également parce que c'était un territoire impliqué dans une démarche de PTGE, de projet de territoire pour la gestion de l'eau. Un quatrième territoire représentatif des productions arboricoles du centre du bassin, autour de la vallée du Tarn, vallée de la Garonne, avec une partie de coteaux autour de la vallée de la Barguelonne. Et un dernier territoire dans le Lauragais tarnais, le bassin du Giroux, où on a une place moins importante de l'irrigation dans ce territoire. Donc aujourd'hui, on ne va pas vous présenter l'analyse réalisée dans un territoire. Ce sont des travaux qui sont disponibles et n'hésitez pas à nous solliciter si cela vous intéresse. Mais ce qu'on voulait quand même vous dire, c'est que dans chacun de ces territoires, on a eu une approche historique pour retracer les dynamiques d'évolution de l'agriculture de ce territoire et comprendre comment l'irrigation s'est inscrite dans cette évolution. Chaque territoire est caractérisé par une diversité de contextes pédoclimatiques qui, du coup, conduit forcément à une diversité d'accès à l'eau pour les agriculteurs et qui va expliquer certaines opportunités que certains agriculteurs ont pu avoir ou ont encore aujourd'hui, notamment pour irriguer. L'évolution de l'agriculture et de l'irrigation est spécifique à chaque territoire. Elle va varier selon les modes de faire valoir en place, les vagues migratoires qu'ont pu connaître certains territoires, ce qui a parfois chamboulé l'évolution de l'agriculture, mais également les conditions d'accès au marché, les politiques publiques locales, etc. Et c'est cette évolution de l'agriculture et de l'irrigation qu'on a cherché à comprendre pour expliquer la situation actuelle dans chacun de ces 5 territoires. Dans les territoires où l'accès à l'eau est limité, par exemple dans des zones de coteaux, la compréhension des dynamiques historiques est particulièrement importante pour expliquer la diversité des situations actuelles qu'on observe. On va avoir une hétérogénéité avec différents types d'exploitation, des agriculteurs qui irriguent, pas forcément tous dans les mêmes conditions, d'autres qui n'irriguent pas. Et donc, cette approche historique a permis de comprendre comment on en est arrivé à la situation actuelle.
Pour que vous sachiez, l'analyse comparative des 5 territoires donnera lieu à une publication scientifique et on vous tiendra bien sûr au courant quand ce sera publié pour vous la transmettre. Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet des résultats et pour cela, je vais passer la main à Jean-Pierre Cassani. Donc, bonjour à tous. Donc, dans le cadre de cette étude, la première question que l'on s'est posée, vous la voyez affichée sur la diapositive, donc c'est la question de la contribution économique, et évidemment, de l'irrigation à la production agricole du bassin. Bon, c'est une approche assez complexe à produire parce que, comme l'a dit Ariane, on n'est pas sur des limites administratives classiques où on a l'habitude de traiter ces données-là, mais on est sur des limites et donc hydrographiques forcément, et avec, je dirais, du coup, une approche un peu plus complexe. Et du coup, dans les chiffres qui sont affichés, il ne faut pas prendre ça non plus comme des chiffres précis et robustes, mais plutôt comme des ordres de grandeur, et notamment par relative, du coup, la contribution de l'irrigation. Donc, premiers indicateurs que nous avons pu produire, ce sont ceux qui sont ici dans ces différents cercles concentriques. Donc, le premier étant la valeur de la production agricole du bassin, c'est grosso modo ce qu'on appelle aussi un chiffre d'affaires, on va dire, de la production agricole. Donc, c'est des milliards d'euros. Le cercle un peu plus réduit, c'est la production végétale hors vigne, parce que bien évidemment, vous n'ignorez pas que ce bassin est quand même aussi un bassin viticole assez important, avec des valeurs de production pour la vigne assez importantes et assez conséquentes, vous le voyez donc effectivement dans ces cercles. Et enfin, ce que l'on a essayé donc d'estimer, qui est la part de l'irrigation. Alors, je vous renvoie aussi vers la publication Agreste qui fait le point précis sur ces questions-là, notamment pour les questions un peu de méthode et pour comprendre ce qu'il y a précisément dans les 1,8 milliards d'euros. Voilà. Mais dans le cadre de cette présentation, nous n'avons pas fait le choix, bien évidemment, d'entrer dans ce détail-là. Voilà, donc on a essayé de quantifier à la fois en volume et en valeur. Vous le voyez là maintenant affiché, 18% des volumes, 41% de la valeur, soit près donc de 2 milliards d'euros de valeur que l'on peut grosso modo imputer à l'irrigation, notamment grâce à un certain nombre de productions dont a parlé Ariane tout à l'heure, et les productions à haute valeur ajoutée, ce qu'on peut considérer comme des productions à haute valeur ajoutée, à savoir les légumes, les fruits, et le bassin est une importante zone de production de fruits et de légumes, on va le voir tout à l'heure, avec une forte contribution, y compris au niveau national. Donc, vous le voyez ici sur la répartition des productions, la contribution donc notamment importante dans la valeur ajoutée des productions, notamment fruits, légumes, semences en particulier. Non, excuse-moi, je n'avais pas tout à fait terminé parce qu'effectivement, j'en ai parlé, mais je n'ai pas commenté vraiment le graphique, la listogramme du bas, qui est la contribution du bassin Adour-Garonne dans la valeur de production agricole métropolitaine, notamment dans le secteur des légumes, des fruits, vous le voyez, du maïs et également des protéagineux. Donc, c'est un bassin qui contribue, vous le voyez, fortement à ces filières-là au niveau français. Et à l'heure où on se pose la question de la souveraineté alimentaire, vous voyez qu'effectivement, le bassin, du coup, a une importance tout à fait grande, au moins pour légumes et fruits, voire également de la production des protéines. Alors, en détail, là, on focalise sur quelques productions. Le quart donc, des surfaces fruitières françaises se trouve donc à Adour-Garonne. Le quart de la production donc en volume comme en valeur. Là
aussi, c'est des choses que vous connaissez, je pense. C'est le premier bassin de production français pour le kiwi, pour la prune de table, les prunes dentes, les noisettes, et puis un bassin aussi tout à fait important dans une production largement exportée, qui est la production de pommes, avec deux principaux départements producteurs, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Voilà, donc ici vous avez quelques indications sur la part du verger Adour-Garonne également dans la production fruitière nationale. Donc pour les fruits à noyaux, pour les fruits à pépins, donc pour les fruits à coque, mais là c'est l'effet essentiellement verger de noisettes, même si aussi le verger de noyer est important. Et petits fruits, bon, ça reste assez marginal en revanche dans cette catégorie. Et enfin, autre indicateur sur les dynamiques qui interviennent aussi dans la production fruitière en Adour-Garonne. Grosso modo, donc on a un verger de fruits à coque qui s'est très largement développé, avec une production qui est la plupart du temps complètement irriguée, en système complètement irrigué, notamment pour la noisette. Les fruits à pépins, où on est plutôt dans une situation de progression, notamment pour la pomme, portée par des opérateurs importants et qui ont des dynamiques d'export notamment assez fortes. Et puis les fruits à noyaux, où là on est plutôt sur une tendance baissière en termes de surface. Voilà, et je crois, alors je n'ai pas tout à fait terminé, puisque donc également, ici, qu'est-ce qu'il y avait de plus, je ne sais plus, enfin bon, bref. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. La question de l'emploi dans le socio-économique, il y a effectivement le volet économique, mais également le volet social. Donc on a essayé de caractériser l'emploi qui peut être directement imputable ou lié à l'irrigation. Donc on estime aujourd'hui que c'est 30 000 emplois. Là je parle évidemment uniquement du secteur agricole, de l'amont. Ça ne tient pas compte de la filière, évidemment. Donc, il s'agit bien sûr des exploitants eux-mêmes et des salariés qui sont particulièrement nombreux là, dans les filières à haute valeur ajoutée, qu'il s'agisse des semences, des fruits ou des légumes. Et donc, vous le voyez, on peut avoir jusqu'à 3,7 TP pour 100 hectares dans les exploitations qu'on vous a présentées tout à l'heure comme ayant un lien fort à l'irrigation, c'est-à-dire grosso modo, ce sont des exploitations qui ont soit des vergers, soit des légumes, soit un mix évidemment de cultures à haute valeur ajoutée. Et ensuite, donc, on s'est posé la question également de caractériser l'aval en termes économiques et en termes d'emploi également, et vous le voyez ici en termes d'entreprise. Donc, par analogie avec ce qu'on avait fait sur l'amont, c'était le secteur agricole. Donc là, c'est Nelly Dubosc de la Chambre régionale de l'agriculture qui s'est attachée à créer aussi une typologie des entreprises avec un lien à l'irrigation. Bon, c'est une typologie qui a le mérite d'exister, mais qui est beaucoup moins robuste que évidemment celle qu'on a pu faire pour l'agriculture, puisque une entreprise, par définition, si elle ne trouve pas sur place les produits qu'elle va transformer, elle peut faire appel aux marchés extérieurs ou à d'autres régions et à d'autres bassins. Donc le lien est tout à fait est un peu relatif. Mais faute de mieux, effectivement, on a pu donc considérer et mesurer et quantifier en tout cas les entreprises qui pouvaient dans le bassin avoir un lien relativement fort à l'irrigation. C'est 6% des entreprises agroalimentaires et qui représenteraient 10% des salariés des IAA. J'attire simplement votre attention sur deux choses. D'une part,
comme vous le voyez, la forte concentration au centre du bassin, là, qui est la zone lot-et-garonnaise, Tarn-et-Garonnaise, bon, grosso modo la vallée de la Garonne, hein, la moyenne vallée de la Garonne, on va dire, parce que tout simplement, c'est là qu'on a aussi les principales productions de fruits et de légumes. Et puis, la deuxième information que vous voyez sur la carte, c'est le maillage, évidemment, territorial, assez fin, assez étroit, dans tout le bassin de cet ensemble d'entreprises agroalimentaires qui sont liées plus ou moins à l'irrigation. Voilà, je pense que je passe la parole à Garance. Merci. Donc, pour illustrer ce résultat sur l'emploi, on a choisi de prendre un exemple dans les territoires en parlant des coteaux du Lauragais tarnais, où l'irrigation est un des moyens de maintenir des exploitations de plus petite taille. Donc, dans ce territoire, l'irrigation s'est développée à partir des années 70 et 80, notamment à travers la construction de nombreuses retenues collinaires pour irriguer en majorité du maïs grain. Mais à partir des années 1990, pour des raisons qui sont à la fois économiques et puis aussi agronomiques, parce que c'est un territoire avec des sols assez argileux, le recours à l'irrigation a fortement décliné. C'est quelque chose d'assez caractéristique de ce territoire par rapport aux autres qui ont été étudiés dans cette étude. Et donc, ce contexte-là de déclin de l'irrigation a donné lieu à deux principales stratégies de développement pour les exploitations de ce territoire. Donc, certaines exploitations sont allées vers une augmentation de la valeur ajoutée par hectare qui peut passer par un maintien de l'irrigation sur certaines surfaces pour des productions à haute valeur ajoutée, dont on a déjà parlé, notamment là les semences et les porte-graines. Et à l'inverse, d'autres exploitations se tournent plutôt vers une extensification en travail, en arrêtant l'irrigation et en produisant des cultures céréalières comme le blé ou le tournesol, qui dégagent de plus faibles valeurs ajoutées par hectare et qui nécessitent donc un agrandissement des exploitations. À la reprise, ces exploitations-là, donc du deuxième type, viennent souvent nourrir des entreprises de travaux agricoles d'assez grande taille. Ci-dessous, on compare deux systèmes de production qui ont été modélisés dans le cadre de ce diagnostic agraire du bassin du Giroux. Et on voit donc que pour produire les mêmes niveaux de valeur ajoutée nette par actif, le système irrigué, qui est représenté ici à droite, s'étend sur un nombre moins important d'hectares, puisqu'il a une SAU qui est comprise entre 75 et 110 hectares pour un actif, alors que le système qui est représenté à gauche s'étend sur 225 à 300 hectares pour un actif également. Donc, le système irrigué crée davantage d'emplois. Donc, ensuite, on voulait attirer l'attention sur le fait que l'irrigation permet la production d'une grande diversité de cultures. En effet, si le maïs est la culture emblématique du sud-ouest, et cette culture occupe toujours aujourd'hui la majorité des surfaces irriguées du bassin, la part de maïs dans l'assolement irrigué du bassin Adour-Garonne a quand même diminué de 10 points de pourcentage ces dernières décennies. Donc, c'est ce qu'on voit sur la partie gauche du graphique. Et donc, cette diminution s'est faite au profit d'une plus grande diversité de cultures irriguées. Donc là, on peut voir par exemple sur la partie droite du graphique la progression des surfaces en soja, en verger et en légumes, par exemple. Voilà, et donc aujourd'hui, on a un tiers des surfaces irriguées qui le sont pour des cultures à forte valeur ajoutée, donc, dont on a déjà parlé, notamment légumes, fruits et semences. Donc pour illustrer ce point-là, on a choisi de parler un peu plus de la filière semences en Adour-Garonne. Donc, un tiers des semences françaises sont produites dans le bassin.
Les surfaces en semences occupent plus de 110 hectares, 110 000 hectares, pardon, qui ne sont pas tous irrigués. Et c'est près de 18 000 agriculteurs multiplicateurs qui produisent des semences. À noter que le nombre d'agriculteurs multiplicateurs a baissé 2 fois moins vite que celui du nombre d'agriculteurs tout court dans les exploitations françaises ces dernières années. Et donc, grâce à la diversité des conditions pédoclimatiques du bassin, qu'on a un peu essayé de représenter avec les différents territoires, on peut produire une grande diversité de semences qui sont là représentées sur le graphique en bas à droite, qui montre les surfaces des différentes semences cultivées dans le bassin. Et le plus souvent, ces surfaces en semences doivent être irriguées pour garantir la qualité de la production. Donc un exemple d'un territoire qui est historiquement très marqué par l'importance de la production de maïs-grain et qui s'est diversifié avec la production de semences, mais aussi de légumes. Ce serait donc les Landes de Gascogne, avec le territoire de la Douzaval qui a été étudié dans le cadre de cette étude. Donc ensuite, l'irrigation est un potentiel de valeur ajoutée. Donc on voit sur ce graphique la valeur ajoutée produite par hectare pour un lien croissant à l'irrigation. Donc on voit une augmentation de plus 200 à plus 600 € de la valeur ajoutée produite par hectare pour les types d'exploitation de plus en plus liés à l'irrigation. On peut voir que la catégorie moyen-fort a été subdivisée et en particulier au sein du groupe moyen-fort, on distingue des exploitations qui ont maintenu un atelier d'élevage grâce à la sécurisation fourragère que permet l'irrigation. Et deuxième chose que l'on peut dire, c'est que pour le groupe moyen-fort grande culture, il faut recontextualiser ce résultat dans la période d'études 2015-2018, qui est une période de prix particulièrement bas pour les grandes cultures. Voilà, donc pas oublier ce contexte quand on regarde les résultats de ce graphique. Et enfin, deuxième chose, donc on a aussi regardé le taux de valeur ajoutée des exploitations qui irriguent. Donc le taux de valeur ajoutée, c'est le rapport entre la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires des exploitations. Et on voit que les exploitations irrigantes du bassin sont situées dans la partie haute des taux de valeur ajoutée des exploitations du bassin, avec un taux qui est autour de 20 à 30%. Alors, pour illustrer ce point-là, donc on a choisi de parler et de montrer quelques résultats du diagnostic agraire qui a été fait sur une partie du bassin à Douramont, où on voit un gradient de valeur ajoutée des systèmes pluviaux aux systèmes les plus irrigués. Donc, le graphique ci-dessous présente la valeur ajoutée nette par actif et la part de la SAU qui est irriguée pour les différents types de systèmes modélisés dans ce diagnostic. Donc en haut à droite du graphique, vous voyez les exploitations plutôt de la vallée de l'Adour qui ont une part importante de la SAU qui est irriguée, qui ont aussi accès à des cultures contractuelles qui expliquent, et notamment à des semences, ce qui explique donc cette valeur ajoutée importante par actif. Et à l'inverse, de l'autre côté, les systèmes des coteaux alentours qui ont moins de surface irriguée, un moindre accès aussi aux cultures contractuelles et donc des résultats économiques légèrement dessous. À noter quand même que pour ces systèmes-là, les surfaces irriguées, même si elles sont moins étendues, peuvent représenter une part importante des résultats économiques de ces exploitations. Donc on voit bien un lien net entre la valeur ajoutée créée et la part de la SAU qui est irrigable pour ce territoire, à l'exception des domaines viticoles. Voilà, et donc ça illustre aussi le fait que l'irrigation sécurisée permet, en tout cas dans ce territoire, un accès à des cultures contractuelles plus rémunératrices.
Enfin, donc l'irrigation est un facteur de résilience face aux aléas, qu'ils soient climatiques ou économiques. Donc, sur le graphique ci-dessous, on voit pour 4 départements du bassin l'amplitude des rendements. Et on voit donc que cette amplitude, elle est bien plus faible pour la culture de maïs grain irrigué, qui est représentée en bleu, par rapport à la culture de maïs grain non irrigué, qui est en vert. Donc, en effet, l'irrigation, elle permet de faire face aux aléas climatiques, notamment les sécheresses estivales et maintenant printanières de plus en plus fréquentes et les épisodes aussi de gel de printemps en arboriculture et en viticulture. Ce sont des épisodes extrêmes qui sont de plus en plus fréquents avec le changement climatique. Et donc, ça entraîne aussi de nouveaux usages de l'irrigation pour sécuriser la production. Et enfin, l'irrigation donne aussi accès à des cultures contractuelles, dont on a déjà parlé, qui ont des prix plus stables et qui permettent une certaine sécurisation des revenus agricoles face aux aléas économiques. Par exemple, donc dans un des territoires qui a été étudié autour de la région de Moissac, l'irrigation, plutôt depuis plusieurs décennies, les évolutions climatiques se traduisent par deux choses. Donc, d'un côté, un déficit hydrique estival qui s'allonge et donc une période d'irrigation qui s'allonge elle aussi en été pour garantir la qualité et puis le calibre des fruits. Et à côté de ça, aussi des épisodes de gel de plus en plus récurrents qui incitent, eux, à une irrigation de protection anti-gel pour sécuriser les rendements. Et donc, ces deux choses font que les agriculteurs sont pour la plupart contraints aujourd'hui d'installer une double installation qui est très coûteuse, donc avec du goutte à goutte ou du micro-jet et de l'aspersion pour assurer la production et donc maintenir leurs revenus. Voilà, et je passe la main à Franck Michel pour la suite de la présentation. Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, dans le nord de la région, comme il a été dit, sur le territoire de la Boutonne, on a pris l'exemple de l'irrigation qui a été une opportunité pour maintenir des exploitations laitières. En fait, sur le nord, c'est lié au fait que l'irrigation s'est développée sur des petites terres et plutôt en Occitanie, les exploitations laitières irrigantes sont souvent, enfin celles qui restent sont classées en souvent zone défavorisée, pardon. Elles dégagent des meilleurs résultats et emploient davantage de main-d'œuvre que les autres types de systèmes. Et elles sont très dépendantes de l'irrigation pour une partie de leur sécurité fourragère. Et je crois qu'il y a le graphique du dessous qui montre que effectivement cette valeur ajoutée par actif est plus importante dans ces exploitations laitières irriguées pour la plupart. Alors, si on passe à la diapositive suivante avec un cas plus détaillé, c'est l'exemple sur la Boutonne amont, donc des systèmes bovins-lait qui reposent presque tous sur l'irrigation, sachant qu'ils se sont développés au moment de l'irrigation sur des terres de petites groix, sans réserve utile, très clairement, et notamment avec les évolutions et le réchauffement, c'est totalement impossible aujourd'hui, dans ces systèmes fourragers-là, de produire des fourrages sur ces terres-là. Donc, il y a eu une coévolution entre l'irrigation et ces producteurs de lait. Et ces producteurs de lait assurent les irrigants plus de la moitié de la collecte des laiteries de ce bassin qui, il se trouve, sont des petites coopératives. La coopérative laitière de la Sèvre, pour la nommer, qui emploie 160 salariés, et qui développe du beurre AOP, Charentes-Poitou, du lait de chèvre également. Bon, voilà. Et du coup, on a un tissu socio-économique qui est extrêmement important. Alors, c'était vrai en Occitanie sur les diapos précédentes. Et on a un tissu socio-économique qu'on pourrait dire qui dépend en grande partie de l'irrigation. Parce qu'on voit mal comment, dans l'irrigation et dans un contexte tendu, puisque les volumes cibles à venir doivent être divisés par 3, eh bien, on a une vraie question sur la destination de l'eau et notamment sur la nécessité ou pas de stocker dans ces zones où des filières entières en dépendent. Alors, si on élargit un peu la focale en guise, pas de conclusion, mais si on élargit un peu
sur l'irrigation et la question du jour qui est la transition agroécologique. Alors déjà au départ, les systèmes depuis plusieurs années, pour des tas de raisons, notamment la tension sur l'eau, mais pas que, pour des raisons économiques, pour des raisons d'itinéraire technique, les systèmes sont à la recherche d'une meilleure efficience de l'utilisation de l'eau. Alors il y a les voies, économie d'eau, un meilleur suivi avec des sondes et autres. Donc beaucoup d'agriculteurs et de plus en plus sont sur l'affaire. Mais l'eau, et on l'a vu dans les diagnostics et les mémoires qui ont suivi, on a vu que l'eau pouvait, par certains agriculteurs, alors est-ce que ce sont des signaux faibles? Est-ce que c'est justement des voies à développer? On a, la suite de la diapo, on a tout enfin, voilà, la question de l'accès à l'eau comme un levier de cette transition agroécologique, à partir des exemples. Bon, déjà, dès le départ, c'est plus facile de développer une plus grande gamme de cultures, d'allonger les rotations, ce qui correspond par exemple au plan protéines, mais qui a, dans les zones de petites terres également, fortement favorisé le développement de la bio. La sécurisation de la levée des cultures et des couverts. Alors ça, on le voit de plus en plus, et comme c'est pas tout nouveau, mais c'est une pratique qui se développe. C'est-à-dire qu'il y a une optimisation de l'eau qui n'est pas pour mener de A à Z une seule culture, bon, type maïs, mais bien de jongler un peu avec dans des systèmes beaucoup plus de rotation plus longue, plus complexes, avec des couverts et des cultures alternance printemps et hiver. Eh bien, l'eau est un formidable outil pour sécuriser, voire favoriser cette transition, hein, sachant que là, c'est à l'étude, mais les consommations d'eau à l'hectare sont relativement plus faibles également. Ça permet également la sécurisation, la diversification des systèmes fourragers, hein, selon la même logique. On peut faire lever des métailles, mettre des cultures sous couvert et ainsi de suite. On a donc là aussi un levier important. Ensuite, on a la sécurisation des filières locales émergentes. Bon, il est très clair que quelqu'un qui va monter, enfin un opérateur qui va monter une filière, s'il a des volumes qui varient de 1 à 3 d'une année sur l'autre, ça ne sécurise pas une filière, notamment quand elles sont émergentes. Il faut un volume minimum et l'eau peut être cet outil-là. Donc ça pose la question plus générale donc de cette efficience. Et dans l'efficience, quels sont les mécanismes qu'on voit déjà sur le terrain qui peuvent favoriser encore plus de l'utilité de l'irrigation comme levier de cette transition écologique et non pas comme un problème ou un simple fait de juste adapter les plantes à des étés plus secs, très clairement. Donc on est dans d'autres logiques et elles sont naissantes sur le terrain, à voir comment les politiques publiques peuvent se prendre en charge, prendre en compte ces choses-là. Ce qui nous amène à la dernière diapositive. On a pu dresser un portrait socio-économique de l'agriculture irriguée, hein, en viticulture, qui représente la diversité des cultures, qui chiffre la contribution de l'irrigation à cette création de valeur ajoutée et d'emplois au sein des exploitations, comme aux entreprises d'aval, sachant qu'il y en a aussi en amont, mais on ne l'a pas chiffré. Ensuite, il y a, à partir de ces analyses socio-économiques détaillées de 5 territoires, on a pu faire des diagnostics agraires qui ont pu permettre de décrire beaucoup plus précisément les itinéraires d'évolution, voire les perspectives pour les systèmes irrigués dans différentes situations, différents bassins, en illustrant donc la diversité des situations et la place plus ou moins importante que l'irrigation a sur le bassin et l'emploi. Et dans les suites potentielles, enfin, alors quand on dit potentiel, mais c'est celle qu'on voudrait, hein, Yann, c'est ça. Il faudrait, alors en gros, là, nous, on a ressenti en l'écrivant besoin d'une actualisation des données économiques, des données des centres de gestion qui sont sur la période 2015-2018, qui n'a strictement plus rien à voir avec aujourd'hui. Donc là, notamment pour recaler les valeurs ajoutées respectives des différentes cultures. Et sur les suites potentielles, c'est qu'on s'est rendu compte que les diagnostics agraires qui ont été faits par des étudiants d'AgroParisTech de l'UFR, de l'agriculture comparée et développement agricole,
on s'est bien rendu compte que c'est une bonne méthode, bien adaptée aux phases de diagnostic, par exemple, des PTGE, parce que fournit sur la base objective, fournit une vision de l'irrigation, de sa place, pourquoi elle est là, comment historiquement elle s'est mise en place, pourquoi les gens font ce qu'ils font en clair. Hein, et ça permet une vision quand même objective, donc, mais aussi de pouvoir la partager. Hein, et comme les PTGE sont là, censément, en tout cas, c'est leur objectif de créer des dynamiques avec le plus d'acteurs concernés possible, eh bien, nous pensons que cette étude conforte complètement cette vision, cette méthode, pardon, et nous allons travailler au niveau des chambres régionales, en tout cas d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, à pouvoir la proposer en formation ou à des agents des chambres ou d'ailleurs. Voilà, je vous remercie. Voilà, on se tient en tout cas à votre disposition, d'une part pour un temps d'échange maintenant, et puis pour voilà, rediscuter de cette étude, vous représenter, si certains le souhaitent, les travaux qu'on a menés, voire approfondir certains points qu'on n'a pas forcément pu détailler aujourd'hui. Voilà, de toute façon, on vous transmettra les livrables. Il y a un rapport d'étude, mais il y a aussi des livrables plus synthétiques et très transversaux sur lesquels on a travaillé, qui vous seront transmis. De la même manière, on vous fournira les références de la note de la DRAF que Jean-Pierre Cassagne a évoquée. Alors, pour commencer peut-être ce temps d'échange, je vous propose notamment 2 questions sur la partie un peu méthodologique et initiale, donc qui ont été posées par écrit. Donc, première question sur l'évaluation de la part de la production imputable à l'irrigation. Donc, comment avez-vous évolué? Quelle part de la production est imputable à l'irrigation? Sachant que certaines productions existent avec ou sans irrigation et que les rendements peuvent être différents selon les années. Et deuxième question, sur la valeur ajoutée par actif. N'est-ce pas un peu rapide de dire que, puisque la valeur ajoutée par actif est plus élevée, l'irrigation crée plus d'emplois? Est-ce qu'on a les emplois réellement créés? Bon, je réponds sur la partie méthodologique et Ariane devrait, je pense, répondre sur la deuxième question. Bon, je suis tenté de dire bonne question. Parce qu'effectivement, c'est un élément sur lequel on a discuté dans le comité de pilotage de l'étude. Comment prendre en compte effectivement les productions irriguées et non irriguées et comment l'intégrer dans un calcul économique. Donc, je vous renvoie vers la publication qui a été faite par la DRAF et qui détaille ça, mais je vais quand même vous donner quelques éléments de réponse tout de suite. Le premier élément de réponse, c'est qu'on a considéré globalement que les cultures pour lesquelles il y avait un enjeu commercial, on va dire, à avoir des cultures irriguées, ne serait-ce que pour la qualité, les calibres, etc., on allait les considérer à part entière et en totalité comme imputables à l'irrigation. Donc, je parle des semences, des légumes et des fruits, où là, on ne s'est pas tellement posé la question de ce qui n'était pas irrigué, en considérant que l'irrigation était, notamment dans le sud-ouest, quasiment indispensable à produire une production, on va dire, commercialisable et correcte pour les marchés et les opérateurs d'aval qui ont des exigences commerciales relativement élevées. Voilà. Après, on s'est posé surtout cette question-là pour effectivement le maïs, puisque grosso modo, on a une partie importante de la solde de maïs dans le bassin qui est non irriguée. Et du coup, effectivement, on a pris en compte dans le calcul le fait qu'une partie du maïs du bassin était non irriguée. Ça a donné lieu à des discussions entre nous, notamment sur le fait que, par exemple,
dans certains territoires, hein, par exemple, s'il n'y avait pas d'irrigation du maïs, il n'y aurait peut-être pas de maïs. Voilà. Bon, donc, c'est des choses qu'on n'a pas pu prendre en compte dans les calculs, par exemple, hein, cette hypothèse-là, mais qui est réelle. Hein, effectivement, dans certains territoires, s'il n'y a pas d'irrigation, il n'y a pas de maïs. Hein. Voilà. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les cultures à haute valeur ajoutée, on a pris intégralement la valeur des cultures à haute valeur ajoutée comme imputable à l'irrigation. Pour les grandes cultures, eh bien, on a modulé en fonction du taux d'irrigation. Alors, je vais de mon côté apporter des éléments sur la valeur ajoutée et l'emploi. Donc, je vais revenir sur la slide du Lauragais, puisque je pense que c'est suite à cette présentation que la question a été posée. Je suis pas. Voilà, donc déjà la première chose que je voulais dire, c'est qu'on ne cherche pas statistiquement à tirer des conclusions. On est bien dans le cas d'un cas d'étude, voilà, qui est celui spécifique au Lauragais, aux conclusions du Lauragais, etc. Alors bon, certes, on a parlé de déclin de l'irrigation, ce qui ne veut pas dire que tout le monde a lâché l'irrigation, puisqu'aujourd'hui on a encore une partie des exploitations qui irriguent. Et ce qu'on démontre du coup, enfin ce qui est expliqué dans cette analyse de cas, c'est que ces exploitations-là qui irriguent peuvent se maintenir sur une plus petite superficie que les exploitations en sec. Donc, ce n'est pas la seule solution. Hein. On ne tire pas non plus cette conclusion-là, mais en démontrant qu'une exploitation qui a accès à l'eau peut faire certaines cultures à plus forte valeur ajoutée et donc avoir des résultats économiques qui permettent de faire vivre une exploitation sur une plus petite superficie, par définition, avec une valeur ajoutée par actif plus importante. Voilà, je veux dire, ça permet de maintenir un actif sur une petite superficie. Donc, si on prend l'ensemble du territoire, forcément, on aurait potentiellement plus d'exploitation à superficie constante. Alors maintenant, c'est une réflexion et c'est une piste et une stratégie pour laquelle certains ont opté. Ça n'est pas la seule stratégie pour maintenir des exploitations de petite taille, mais c'est vrai que quand on compare à la dynamique des exploitations en grande culture en sec qui ont été contraintes de s'agrandir de plus en plus pour compenser des coûts de production très élevés. Aujourd'hui, on a des exploitations de TA qui atteignent les 1000 hectares, voire plus. Et donc, ça fait forcément un objet de comparaison et de discussion assez fort. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, sinon n'hésitez pas à apporter des compléments. Et Claire, je te laisse poser la question suivante. Alors, question suivante, il y a plusieurs questions autour du sujet du lien irrigation et installation de nouveaux agriculteurs. Voilà, est-ce que vous avez caractérisé ce lien et l'influence de l'irrigation sur l'installation? Alors, c'est quelque chose qu'on a discuté pas mal à l'échelle des différents cas d'études, hein, qui est un sujet qui revient fréquemment dans les enquêtes, notamment quand on se met à discuter de perspectives, de reprise d'exploitation, de projets éventuellement des enfants d'un exploitant, etc. Là aussi, c'est compliqué d'aller apporter une solution qui soit commune à tous les territoires, mais il est certain que dans certains territoires, moi je vais parler par exemple de celui de Moissac où j'ai travaillé, l'irrigation est un facteur vraiment important pour l'installation des jeunes, pour leur donner des perspectives de faire de l'arboriculture, d'avoir une activité qui leur permette de vivre et d'avoir des perspectives aussi, cette marge de manœuvre qui peut permettre de faire d'innover, de tester des nouvelles techniques, de s'équiper avec du matériel plus économe, etc. Voilà, donc c'est vrai que ça, moi, sur ce territoire-là, c'était quelque chose d'important. Je ne sais pas si Garance, tu veux compléter du côté de l'Adour. Ouais, je pense que que ce soit sur l'Adour ou même sur la 12 aval dans les Landes de Gascogne, on pourrait en avoir pas mal parlé aussi sur ces territoires-là. C'est quelque chose qui ressortait beaucoup aussi des enquêtes. Voilà, que le fait que aujourd'hui, pour s'installer,
il était quasi obligatoire d'avoir accès à l'eau. Après, c'est difficile à faire ressortir dans les chiffres. Après, c'est pas forcément le projet de tous non plus. Là, on a la slide du Lauragais où il y a aussi d'autres possibilités de s'installer avec des bassins de consommation, Castres et Toulouse proches, et la possibilité de valoriser des circuits plus courts et donc d'autres projets d'installation qui sont aussi possibles. Mais c'est vrai que pour certaines cultures, tout ce qui est légumes, fruits et cultures contractuelles, et puis certains systèmes de grande culture avec une part de culture irriguée ou la sécurisation aussi, ce qu'on a très bien vu cette année, hein, des grandes cultures au printemps, c'est quand même une réflexion qui est vraiment actuelle, et je dirais même parfois aussi des personnes qui ont lâché l'irrigation qui se posent la question de l'avenir avec l'évolution climatique qu'on voit et qui est quand même préoccupante. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont tous dans des démarches de relancer l'irrigation, mais c'est des questions qui sont au cœur des préoccupations. Et je peux peut-être rajouter, nous, sur la Dour, où il y avait beaucoup d'exploitations viticoles. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément regardé en détail dans cette étude, mais la question se posait aussi pour les exploitations viticoles de l'irrigation de la vigne. Donc là, peut-être que je vous renvoie aussi sur les différentes analyses de cas. Il y a des synthèses écrites, il y a aussi l'accès à la vidéo des webinaires de restitution qui ont été réalisés à la fin des analyses des différents cas. Donc voilà, n'hésitez pas à nous demander les éléments et à ce qu'on rééchange sur ces sujets-là. Il y a l'autre. Je voulais souligner par rapport à l'installation, c'est que dans les bassins du nord d'Adour-Garonne, je pense Boutonne, Saintonge, que je connais, le nombre d'irrigants n'a pas changé depuis 15 ans, 20 ans. 15 ans, on a le recul des données OGC. Donc, alors, il y a eu des salariats qui a pu remplacer des associés de GAEC ou autres, mais grosso modo, il y a eu un remplacement de 1 pour 1, ce qui n'est pas le cas chez les non-irrigants autour de ce bassin. J'en profite pour répondre à une question, une remarque sur le fait que l'irrigation comme levier de la transition écologique, il n'y a pas que ça. Alors, non seulement, oui, évidemment, c'est évident, mais là, nous avons concentré dans une étude sur l'irrigation les aspects en quoi l'irrigation, plutôt que de dire que ça pouvait être seulement un problème, en quoi elle pouvait accompagner la transition agroécologique, d'une part. Et ça, c'est important de le poser, notamment dans le cadre des PTGE, par exemple, ou d'autres discussions qu'il y a autour de la gestion de l'eau, parce que là, on explore une des voies d'avenir, comme d'autres sur le taux de matière organique des sols, ou je ne sais quoi, l'agronomique, tout doit se combiner. Donc là, c'est juste une des parties. Merci pour ces réponses. On avait plusieurs questions sur la question aussi de l'irrigation et de différence de résultats en fonction de différents types d'accès à l'eau, soit type de stockage ou que ce soit en rivière avec parfois des arrêtés de restriction. Voilà, quelle influence de l'accès à l'eau sur l'irrigation et les résultats présentés? Je voudrais bien répondre le début, c'est que par exemple, et ça on le verra avec l'article qui doit paraître sur la comparaison des 5, mais grosso modo, ce qu'on a vu en cas de restriction, donc dans les zones les plus contraintes depuis longtemps, c'est qu'il y a un basculement vers l'irrigation des cultures d'hiver au printemps, donc comme on l'a vu cette année beaucoup plus largement encore. Il y a une réduction forte de la part du maïs, et il y a une diversification, comme ça a été souligné dans le webinaire. Et ça, c'est très patent dans les zones de restriction. Il y a des stratégies d'évitement des zones de restriction, que ce soit sur le choix de la plante, soit sur le type d'irrigation également. Et c'est pour ça qu'on voit aussi ces stratégies qu'on illustre comme des leviers possibles de la transition agroécologique, des stratégies qui visent à optimiser vraiment l'eau le plus possible avant les restrictions, grosso modo. Je compléterai également en disant que quand il y a un accès limité à l'eau, on voit également des stratégies de sécuriser les cultures les plus rémunératrices, bien sûr, les cultures contractuelles avant tout,
On sent que la marge de manœuvre n'est pas du tout la même. Et là, encore une fois, je vous renvoie vers les différentes études de cas et la comparaison qui en sera faite. Mais on a plusieurs, dans plusieurs études de cas, et notamment, je pense à la Douramont et à celle du côté de Moissac, où on a des accès assez différents à l'eau entre les vallées où les accès sont relativement bons, vallée de la Dour, vallée de la Garonne, vallée du Tarn, et les affluents et zones de coteaux, où on va avoir des prélèvements, une irrigation beaucoup plus contrainte et limitée. Et donc, on va avoir des stratégies d'exploitation vraiment différentes, des perspectives d'évolution aussi très différentes. Et donc, voilà, ça vaut le coup de vraiment se mettre dans un cas d'étude pour approfondir cela, mais c'est certain qu'on ne fait pas la même chose quand on a un accès assez plus facile, plus sécurisé, ou quand on est très fortement contraint par son accès à l'eau et par les différents types. Juste, je vais rajouter aussi un petit commentaire par rapport à ça, notamment sur les résultats comptables et économiques des exploitations, parce que c'est une question qu'on s'est posée, de restituer effectivement avec cet élément-là de contrainte, de territoire sous forte contrainte ou de territoire à moindre contrainte irrigation. Bon, on ne l'a pas fait dans le cadre de cette étude, on ne s'exclut pas, et on le fera peut-être dans une étude ultérieure. Bon, l'échantillon ne permet pas toujours non plus de le faire correctement et d'en faire des traitements statistiques là aussi valides et robustes. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que, et je vous renvoie vraiment sur la partie microéconomique, les résultats économiques d'exploitation, je vous renvoie vraiment vers le rapport et les éléments vraiment détaillés, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on est extrêmement synthétique. On a souhaité diffuser des messages, on va dire, généraux, globaux. Mais ce que l'on a tous constaté, notamment au sein du comité technique qui a suivi, c'est qu'on a une très grande dispersion des résultats économiques, y compris dans les classes typologiques qu'on s'était fixées. C'est-à-dire que dans les exploitations qui ont un lien très fort à l'irrigation, par exemple, il y a une dispersion des résultats économiques qui est moins grande que pour celles qui ont un lien moins important, mais néanmoins, on a une très grande dispersion, c'est-à-dire des exploitations qui ont des résultats beaucoup plus faibles, on va dire, que la moyenne. Donc, il faut faire attention, en fait, il faut être assez précautionneux, en fait, dans la lecture des résultats et notamment des données économiques. Voilà, parce que ça dépend aussi beaucoup des choix qui ont été faits par l'exploitant, des choix stratégiques qui ont été faits par l'exploitant en termes de pilotage de son exploitation. Alors ensuite, on avait plusieurs questions autour du prix de l'eau. Voilà, est-ce qu'il y a des différences sur le prix de l'eau et éventuellement qu'est-ce que ça change? Et aussi sur les indicateurs. Donc, est-ce que vous avez effectué un calcul d'indicateurs sur la valeur ajoutée par mètre cube d'eau, qui varie bien sûr selon les filières et les territoires? Alors, pour répondre peut-être à la première question, Jean-Pierre, je te laisse compléter. Le prix de l'eau, en effet, varie beaucoup selon les différents territoires, les différentes modalités de prélèvement et d'irrigation. Nous, à l'échelle des territoires, ça a été pris en compte puisque il y a une typologie qui a été faite des différents types d'exploitation et selon leur modalité d'accès à l'eau, eh ben, le coût de l'eau va pas être le même. On peut être dans un réseau collectif et du coup avoir un coût de l'eau qui est nettement plus cher que si on a un prélèvement individuel en rivière, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on a approchées dans les différentes études de cas. Et c'est pas des choses qu'on a travaillées à l'échelle de toute Adour-Garonne, puisque
voilà, les spécificités, enfin les diversités étant telles que ça n'avait pas de sens de le travailler à cette échelle-là. Pour répondre en termes de valeur ajoutée par mètre cube d'eau, encore une fois, c'est des choses qu'on a pu calculer et mesurer à l'échelle des différents cas d'études, puisqu'on se place au sein de certains types d'exploitation pour lesquels voilà, on dégage certains types d'exploitation qui dégagent une certaine valeur ajoutée, dont on sait qu'elles consomment un certain volume d'eau, et à l'échelle d'un système de culture, on est capable de mesurer la valeur ajoutée par mètre cube d'eau, et donc de comparer cet indicateur-là entre différents types de systèmes de culture, voire entre différents types d'exploitation aussi. Voilà, on s'est interrogé sur le fait de le faire à l'échelle de toute Adour-Garonne, mais je te laisse ajouter. Voilà, donc effectivement, ça a été une question aussi, bien sûr, qu'on a essayé de traiter. Donc l'efficience de l'eau en euros par mètre cube, grosso modo, et par culture, on n'a pas pu le faire à l'échelle macro, là, en l'occurrence, même si après, comme l'a dit Ariane, à l'échelle des cas d'études, ça a pu être fait. On a néanmoins tiré, je crois, il me semble, quelques indicateurs, me semble-t-il, d'efficience de l'eau. Alors, pas sur la valeur ajoutée par mètre cube, mais sur le chiffre d'affaires par mètre cube. Alors, j'ai plus en tête les données. Il faudra vous regarder les documents qu'on a produits à la fois dans l'étude Agresse. Je pense qu'il y a quelques indications, et puis peut-être après dans le rapport, je pense aussi qu'il y a quelques indications. Mais là, on se heurte clairement à un problème, enfin nous en tout cas côté statistique, à une absence de données suffisantes, et notamment de pouvoir rattacher les volumes utilisés aux cultures et à une échelle exploitation, grosso modo, pour derrière pouvoir faire des ratios corrects. Alors ensuite, on avait également des questions sur finalement l'aval aussi, l'importance de la valeur ajoutée est-elle en lien direct avec un modèle économique en circuit long dans vos résultats, et également, est-ce que les aléas récents sur les prix remettent en cause les conclusions de l'étude qui sont sur des années antérieures, ou les renforcent? En tout cas, voilà, quel est l'impact de ces variations de prix? Juste pour parler de la conjoncture très récente, de ce qu'on a pu constater, alors là aussi je parle du nord du bassin, c'est qu'effectivement il y a eu l'optique de sécuriser des cultures avec de l'eau et pas de faire une culture de maïs dédiée par exemple a été très largement, on pense qu'il y a un quart de ce qui était prévu en maïs qui est passé à autre chose, essentiellement du tournesol. Donc ça, c'est déjà un effet. Après, sur par exemple, le prix de la production et le prix des intrants, en tout cas dans les grandes cultures, qu'on soit en sec ou en irrigué, ça bouge dans le même sens. Par contre, sur les résultats économiques de l'irrigation tels qu'on l'a décrit 2015-2018, ils ne sont pas représentatifs, ils sont plutôt dans la fourchette basse, vu la conjoncture de l'époque. Et là, avec la remontée attendue des revenus dans les systèmes de grande culture, je précise, pas partout, mais dans les systèmes de grande culture, ça va toucher les deux. Je ne pense pas que ça remette en cause la hiérarchie de nos conclusions. Oui, bon, c'est sûr que la période d'études, là, 2015-2018, était une période assez critique en grande culture, avec des prix quand même très bas, un marché très déprimé. Bon, cela dit, quand on regarde sur une période assez longue, 10 ans ou plus, grosso modo, malheureusement, on constate que sur une période relativement longue, les marchés de grande culture sont assez volatiles, et
plutôt été, hein, parce que je parle au passé, hein, parce qu'effectivement la situation s'est complètement retournée. Hein, rétrospectivement, hein, sur les 10 dernières années, on était plutôt dans quand même des marchés à prix relativement bas, excepté la période 2012-2013 où on avait des prix élevés. Donc effectivement, 2015-2018, c'est un peu la période la plus basse, le plus bas étiage en matière de prix. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, hein, avec les tensions très fortes sur les marchés et l'explosion des prix là, du maïs, des blés et des tournesols, ça va avoir des conséquences très, très, très importantes. Hein. Ça ne remet pas, je pense, en cause les conclusions, mais en tout cas, pour le système grande culture, si on était amené à avoir sur les 10 prochaines années des marchés aussi porteurs qu'aujourd'hui en termes de prix, même si l'azote est cher, hein, je pense qu'aujourd'hui, l'agriculteur, il a plutôt intérêt à mettre beaucoup d'azote et obtenir un très fort rendement, vu le prix des céréales et des produits sur les marchés. Hein. Donc voilà, si vraiment cette situation était amenée à perdurer longtemps, c'est clair que l'incitation à irriguer, en tout cas à maximiser les rendements, serait forte. Hein. Mais donc, moi, je vais plutôt répondre à l'aspect valeur ajoutée. L'importance de la valeur ajoutée est-elle en lien direct avec un modèle économique en circuit long? Moi, je retournerai un petit peu la question, c'est-à-dire que là, on a présenté des résultats de valeur ajoutée à l'échelle des exploitations. Donc, c'est bien voilà, la valeur ajoutée créée par l'activité agricole. Derrière, savoir si on est en circuit long ou en circuit court, finalement, c'est plutôt une question de savoir comment se répartit cette valeur ajoutée au sein des acteurs de l'aval. Et donc, voilà, là, on est dans une réflexion de filière. Nous, on n'a pas travaillé la valeur ajoutée à l'échelle de la filière parce que c'était quelque chose de trop ambitieux, voilà, qui mériterait certainement, qui serait certainement intéressante à faire. Mais voilà, nous, on parle bien de valeur ajoutée à l'échelle de l'échelon production agricole. C'est en tout cas ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Voilà, on a conscience qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu. On est bien sûr disponible pour le faire par la suite, pour rééchanger ensuite et de manière plus approfondie sur certains points si vous le souhaitez. Et je voulais juste, en guise de conclusion, dire que voilà, on n'avait pas forcément présenté grand-chose, notamment en termes de résultats économiques sur les aspects de irrigation et transition agroécologique. C'est quelque chose qu'on essaye de creuser un petit peu à l'échelle de quelques territoires pour pouvoir compléter un peu cet aspect-là et voir comment ce travail peut être creusé pour avoir voilà, des éléments tangibles qui viennent appuyer les éléments qui ont été présentés juste avant la conclusion. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation, pour votre temps et pour vos questions et nos échanges. Et on espère que ce webinaire et cette étude vous aura apporté des éléments intéressants et de réflexion pour la suite. Merci à tous. Merci. Merci.